Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours, qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Ce sixième et dernier clip de cette leçon concerne le codage d'informations autres que des nombres. Les ordinateurs ne manipulent pas que des nombres. Ils manipulent aussi des lettres, des graphiques, des dessins, des images, des photos, des vidéos, des sons, etc. Dans ce clip, nous allons voir comment représenter des lettres et en général des caractères. Nous suggérerons, sans donner de détails, comment représenter des graphiques, dessins, images et photos. Un alphabet est un ensemble de symboles conventionnels. Notre alphabet latin comprend des variantes majuscules et minuscules. Il utilise en plus 10 symboles pour représenter les chiffres de 0 à 9. Il utilise enfin une série de caractères spéciaux pour la ponctuation, les points, les virgules, les symboles mathématiques, plus, moins, fois, divisé, égal, pourcent, etc. et des symboles financiers, euros, dollars ou spéciaux tels que l'arrobase. Il a donc fallu inventer une convention binaire pour représenter ces symboles. La première initiative en ce sens est venue des États-Unis, comme l'informatique, sous la forme d'un standard appelé ASCII, pour American Standard Code for Information Interchange. Prévoyant que ce standard devrait représenter entre 64 et 128 caractères, il fut basé sur 7 bits, permettant donc de représenter 2 exposants 7, soit 128 caractères différents. Cette table donne les valeurs binaires, octales, c'est-à-dire en base 8, hexadécimales, c'est-à-dire en base 16, et décimales, des représentations des 128 caractères ASCII standardisés. Remarquez que les premiers 32 caractères ne sont pas des caractères alphabétiques, il s'agit en fait de caractères dits de contrôle. En effet, lors de la création du standard ASCII, on était encore loin des écrans cathodiques et des imprimantes à laser ou jet d'encre. On communiquait avec les ordinateurs par cartes perforées et imprimantes à matrice, inspirées de machines à écrire. Pour imprimer des caractères sur de telles imprimantes, il fallait donc toute une série de caractères de contrôle pour indiquer à l'imprimante le début ou la fin d'un document, pour lui indiquer quand sauter à la ligne ou à la page, etc. Le cadre vert correspond au symbole des chiffres, les cadres bleus à ceux des lettres majuscules et minuscules, tous les autres caractères étant consacrés à la ponctuation et aux quelques symboles mathématiques, financiers et autres. Ceci dit, le code ASCII original venant des États-Unis ne couvre que l'alphabet latin tel qu'utilisé là-bas. Il a ultérieurement été étendu de 7 à 8 bits pour couvrir 2 exposants 8, soit 256 caractères dans d'autres alphabets. L'ISO, International Standards Organization basée à Genève, a alors défini des extensions du code ASCII de base pour une quinzaine d'alphabets latins et autres, y compris ceux des langues d'Europe de l'Ouest, latin 1, du Nord, du Centre, du Sud, de l'Est, ainsi que les langues baltiques et celtiques, le cyrillique, le grec, l'hébreu, l'arabe, le thaï, etc. Tous ces standards se concentrent cependant sur la représentation de caractères dans une seule langue à la fois. Aucun ne permet de changer d'alphabet au sein d'un document, ce qui est cependant de plus en plus fréquemment utile. La norme Unicode a remédié à cela en passant de 8 à 21 bits par caractère pour pouvoir couvrir simultanément tous les alphabets et les langues idéographiques telles que le chinois, le japonais et le coréen. Ces 256 premiers codes correspondent à l'ASCII étendu qui fait partie d'un premier plan de code auquel la norme a ajouté 16 plans supplémentaires de 65 536 caractères chacun. Plus de 128 000 caractères dans plus de 160 langues ont déjà été définis aujourd'hui dans 4 de ces plans. Aujourd'hui, la norme UTF-8, Unicode Transformation Format, a repris la norme Unicode et encode ces caractères sur 1 à 4 octets, permettant ainsi 32 768 plans de 65 536 caractères chacun. Pour plus de détails sur ce sujet, voyez le clip animé du professeur Boulik. Comme on le constate sur ce graphique, la norme UTF-8 a largement conquis la toile et remplace progressivement toutes les autres.
Avoir un code pour un caractère ne suffit cependant pas à imprimer ou le représenter sur un écran. Sur papier ou à l'écran, un caractère est un dessin. Par exemple, en chinois, l'idéogramme Shan représente une montagne. Le symbole peut facilement être codé par quelques octets en UTF-8. Mais la représentation de ce symbole par son image sur papier ou à l'écran requiert beaucoup plus de bits. Comment peut-on procéder? La façon la plus simple, d'ailleurs utilisée par tous les caractères du monde, est de définir une police de caractères, c'est-à-dire une table contenant pour chaque caractère une image de sa représentation graphique indexée par le code correspondant à ce caractère. De cette façon, l'écran ou l'imprimante utilisée pour sa représentation peut simplement afficher l'image au bon endroit chaque fois qu'il rencontre le code correspondant. Mais tous les graphiques ne sont pas des caractères. Représenter un graphique demande de faire ce que font les gens qui conçoivent des polices de caractères, c'est-à-dire caractériser ce graphique par des combinaisons de formes mathématiques délimitant ses contours. Ceci dit, tous les dessins du monde ne se limitent pas à des contours. Dès qu'un dessin représente des traits d'épaisseur variable, il devient nécessaire de le représenter par ce qu'on appelle une bitmap, c'est-à-dire un ensemble de cellules appelées pixels pour Picture Elements, spécifiant le degré de noirceur du point correspondant du dessin à l'écran ou sur l'imprimante. Un seul pixel est suffisamment petit à l'écran pour se confondre dans la masse du dessin. Par contre, si on inspectait un tel dessin sous une loupe, ou si on l'agrandissait à l'écran, on verrait bien apparaître les pixels. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on agrandit trop une photo sur un smartphone. On parle alors de pixelisation. Si on agrandit 1000 fois le coin inférieur gauche du caractère Shan précédent, on voit bien apparaître les pixels. Ceci dit, ces pixels ne doivent pas nécessairement être noirs ou blancs. Si on accepte de consacrer plus qu'un bit à chaque pixel, il peut prendre n'importe quelle teinte de gris entre le noir, 0, et le blanc, tous les 1, si on avait 4 bits par pixel. Il en va de même dès qu'on désire représenter des images ou des photos en couleur. La science des couleurs nous apprend que toute couleur peut être représentée en combinant 3 couleurs de base avec des intensités différentes. Les ordinateurs utilisent ainsi un codage dit RGB pour Red, Green, Blue, qui réalise une synthèse des couleurs par addition. Toutes les teintes de gris peuvent être représentées par des valeurs égales pour les 3 couleurs, allant du noir 0, 0, 0 au blanc 1, 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 si on avait 4 bits par couleur et par pixel. Ainsi, par exemple, une photo de format 4x3 en résolution UXGA, c'est-à-dire 1600 pixels x 1200 pixels à 3 octets par pixel, occupe 5 760 000 octets, 5,76 mégabytes, comme on peut le constater sur n'importe quelle caméra ou ordinateur. En résumé, que retirer de ces 6 clips sur la représentation de l'information? Primo, qu'il n'existe pas de représentation universelle de l'information, qu'une représentation n'est qu'une convention humaine sur un ensemble de signes, que sa valeur dépend donc du nombre de personnes qui la partagent, ce qui implique que des standards largement adoptés sont importants. Secondo, qu'il existe cependant une représentation privilégiée pour les ordinateurs, le code binaire, qui utilise conventionnellement les symboles 0 et 1. Ce code suffit en effet pour représenter un nombre arbitrairement grand de données distinctes. Tertio, qu'une représentation exacte du monde réel est impossible. Une représentation positionnelle des nombres entiers ne couvre qu'un domaine limité. Une représentation en virgule flottante est moins limitée, mais pose la question de sa précision. La représentation peut certes être adaptée pour atteindre toute précision désirée. Par contre, la solution informatique approximative d'un calcul différera toujours de sa solution mathématique qui, elle, est forcément exacte, et ceci à cause des erreurs d'arrondi inévitables.